Bonjour messieurs, dames. Merci à vous tous de vous être déplacés, d'être venus aujourd'hui dans cette belle maison, la maison d'Alsace, qui nous accueille. Et je tiens à remercier Monsieur le Président du Conseil régional pour avoir mis cet amphithéâtre à notre disposition. Il y a un conseiller régional qui est présent, c'est Jacques Fernic, donc ça sera à lui de vous dire 2-3 mots dans un instant. Je le remercie d'être là. Je voudrais également remercier notre conférencier du jour, Bernard Laponche, de s'être déplacé de la capitale nationale jusqu'à la capitale européenne. Et vous rappelez, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, que ce sont 4 associations environnementales et antinucléaires qui ont souhaité, dans le cadre de ce débat national, apporter leur contribution et leur regard. Mais nous avons souhaité le faire d'une manière publique. Nous n'avons pas souhaité, comme le font d'autres instances, nous adresser uniquement à telle ou telle catégorie de la population sur invitation particulière. Et nous avons souhaité que le débat soit ouvert à tous. Et je me réjouis de voir aujourd'hui des personnes de tous horizons. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Les 4 associations en question sont Stop Fessenheim, le Comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, Stop Transport Alto-Nucléaire et Alsace Nature. Bien évidemment, nous ne pourrons peut-être pas éviter le mot Fessenheim aujourd'hui. Il est fort possible que l'on parle de la centrale de Fessenheim. Mais ce n'est pas l'objectif premier de cette rencontre aujourd'hui. L'objectif premier est bien de comprendre ce que peut être la transition, ce que doit être la transition énergétique, et en quoi la sortie du nucléaire est une incontournable de cette transition énergétique. Je vais passer la parole à Jacques Fernic. Oui, merci André. Bonjour à tous. Je vais être très court, juste pour dire que je suis particulièrement content, comme conseiller régional, de vous souhaiter la bienvenue dans ce qui est la maison de la région. Ce n'est pas simplement le lieu de réunion des élus régionaux, mais c'est la maison de la région et qui joue pleinement son rôle quand elle est un lieu d'échange, de débat, de confrontation citoyenne. Et donc je suis particulièrement heureux et je remercie donc le président Philippe Richert d'avoir accepté d'accueillir cette initiative des associations qui, je l'espère, peut être un temps fort de cette déclinaison régionale du débat national sur la transition énergétique. Cette conférence débat se situe bien dans le débat national dont vous avez parlé. Personnellement, bon, pour me présenter en quelques mots, bon, j'ai une carrière un peu compliquée puisque j'ai commencé à être ingénieur et physicien au commissariat à l'énergie atomique dans les années 60, début des années 70, sur la physique des réacteurs nucléaires. Donc j'ai vraiment travaillé dans ce secteur et sur les réacteurs nucléaires. Et puis il se trouve que j'ai été militant à la CFDT à l'époque et qu'on a commencé à travailler beaucoup sur la question nucléaire à partir du début des années 70, à partir de la question des conditions de travail, en particulier des travailleurs des usines du combustible, qui sont des lieux, du point de vue des travailleurs les plus dangereux. Et à partir de là, on a jeté un regard critique sur ce développement du nucléaire, qui a amené d'ailleurs la CFDT du CEA, qui était donc le premier syndicat principal du commissariat à l'énergie atomique, a manifesté son opposition, son désaccord avec le programme nucléaire français des années 70, le fameux programme Messner. À cette occasion, on a écrit un bouquin qui est toujours assez connu d'ailleurs, qui s'appelait L'électronucléaire en France, et qui pour la première fois, on peut le dire, présentait l'ensemble des questions nucléaires, à la fois des questions techniques, des questions de sûreté, des questions de radioactivité, de conditions de travail, etc. Et c'est un peu à cette époque qu'effectivement j'ai changé d'opinion sur la question nucléaire, justement à cause de ce travail sur la sûreté nucléaire que j'ai donc fait à cette époque. Ensuite, j'ai travaillé sur les questions, sur les alternatives au nucléaire, c'est-à-dire en gros les économies d'énergie et les énergies renouvelables, à partir de la fin des années 70, sur la prospective énergétique, les scénarios.
Et je suis rentré à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, donc l'ancêtre de l'ADEME. Au début des années 80, j'étais le directeur général jusqu'en 87, et à partir de là, j'ai travaillé comme consultant, d'abord dans un bureau d'études que nous avons créé en 88, puis en tant que consultant indépendant, sur la maîtrise de l'énergie à l'international. Et donc j'ai travaillé dans beaucoup de pays, dont les pays de l'Est dans les années 90, Russie, Ukraine, Roumanie et quelques autres, et puis les pays de la Méditerranée, pays du Maghreb, Palestine, et plus récemment l'Asie avec la Chine. Et cela m'a donné, je pense que cette expérience internationale a été importante, puisqu'elle m'a permis de se rendre compte que ces questions de transition énergétique n'étaient pas du tout une affaire ni nationale, ni même européenne, mais vraiment était une question mondiale, et que la démarche, en particulier des pays émergents, est tout à fait fondamentale dans cette problématique. Pour terminer, donc, j'ai continué à suivre les affaires nucléaires, mais pas du tout sur le plan professionnel, sur le plan, disons, militant ou d'expertise. D'une part, en étant conseiller de technique de Dominique Bonnet quand elle était ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la fin des années 90, et dans le cadre de l'association Global Chance, qui est donc une association qu'on a créée quelques-uns en 1992 à propos du sommet de Rio. Et le Global Chance, c'est un peu par rapport à Global Change, changement climatique, c'est l'idée de s'appuyer sur les contraintes et les bouleversements climatiques, entre autres, mais les autres contraintes aussi, non pas pour pleurer tous les matins sur les malheurs du monde, mais c'était une chance de bâtir une civilisation, au moins sur le plan énergétique, c'est notre spécialité. On était des experts de l'énergie, du climat et du nucléaire. Ce sont ces thèmes-là qui ont été le fruit de nos travaux, en particulier par la publication 2 fois par an donc de la revue Global Chance que André vous a montré tout à l'heure et qui continue à, je ne dirais pas prospérer, mais qui continue à exister, et dont le dernier numéro, celui qui est montré ici, et qui porte sur les questions qui fâchent dans le débat national, sur lesquelles on parle des gaz de schiste, des statistiques énergétiques, du nucléaire, etc., et de la situation allemande qui est en général mal connue, peut-être pas ici, je ne pense pas ici, mais en tout cas au niveau national dans son ensemble. Il y a 2 pays qui causent les malheurs du monde actuellement, c'est la Chine parce qu'elle émet beaucoup de CO2, et c'est l'Allemagne parce qu'elle sort du nucléaire. Donc c'est un peu bref, mais il faut quand même comprendre que c'est un peu l'idée dominante. Alors, pour en venir à mon propos, transition énergétique et sortie du nucléaire, il y a 2 parties. En général, si je fais des conférences au niveau, enfin, je sais pas moi, à l'université en Chine, la question principale est effectivement la transition énergétique, et la question nucléaire est tout à fait secondaire, sauf à parler des accidents. Mais sur le plan énergétique, comme on le verra, c'est pas très important. Par contre, on sait qu'en France, c'est un sujet important, qui est controversé, qui est discuté, et il est important que ça soit traité le plus simplement possible dans le cadre du débat sur la transition. Enfin, je participe à ce débat national en tant que membre du groupe d'experts, puisque vous savez qu'il y a des tas d'instances, et en particulier un groupe d'experts, qui n'est pas un groupe qui émet des opinions, puisque ce sont des experts d'opinion et d'origine très diverses, mais qui est à la disposition du Conseil national, c'est-à-dire des 7 collèges qui discutent, qui élaborent, disons, les propositions au niveau national, et donc les experts sont à la disposition. Donc, moi j'ai été en particulier auditionné sur la question nucléaire, à propos de la gouvernance et à propos des scénarios, des risques, etc. Donc voilà. Alors, la transition énergétique, donc, comme je vous l'ai dit, cette expérience internationale, c'est très important de se rendre compte que c'est une question mondiale. Et que, d'une certaine façon, c'est pas tellement, après on peut regarder dans les détails, mais globalement, c'est pas tellement un choix qu'on peut faire, c'est qu'on est contraint. On est amené à la nécessité de changer nos systèmes énergétiques, et cela au niveau mondial. Alors on va regarder rapidement cette situation mondiale. Si je regarde l'ensemble des activités humaines, on va regarder l'ensemble des activités humaines comme un seul consommateur. Bon, un seul consommateur, qu'est-ce qu'il consomme?
qui consomment ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire les produits énergétiques qui arrivent chez les consommateurs. Et vous voyez tout de suite, les produits, ce sont les produits qu'on consomme journellement. Les produits pétroliers, le gaz, le charbon, la chaleur, l'électricité, la biomasse. Alors tout ça est à peu près clair, simplement la chaleur, c'est la chaleur de réseau. C'est essentiellement la chaleur de réseau. Il y a un peu de géothermie, un peu de solaire, mais essentiellement c'est la chaleur de réseau. On trouve surtout dans les pays nordiques et dans les pays de l'Est, mais aussi par exemple dans le réseau de chaleur de Paris qui est extrêmement important. Alors vous voyez là-dessus comment est-ce qu'on mesure ces quantités de consommation de produits énergétiques, puisque chacune est mesurée avec des unités différentes. Vous avez des mètres cubes de gaz, vous avez des kilowattheures d'électricité ou de gaz, vous avez le baril de pétrole, dont on vous dit le prix tous les matins, mais pas grand monde sait ce que c'est qu'un baril de pétrole. Il faut savoir que 7 barils font une tonne. Donc ça vous donne tout de suite une idée du prix de la tonne de pétrole. La chaleur, ça peut être des calories ou des thermiques. Il y a une unité officielle qui est le joule, mais qui est toute petite. Il faudrait parler sans arrêt de milliards et de milliards de joules, donc c'est vraiment pas commode. Donc on a choisi, à peu près depuis les années 70, une unité commune qui est simple, c'est la tonne équivalent pétrole. Donc on comprend ce que c'est qu'une tonne de pétrole. Et la tonne équivalent pétrole, c'est la chaleur libérée par la combustion d'une tonne de pétrole. Donc, le pétrole ou l'essence ou le produit pétrolier, grosso modo, c'est à peu près la même valeur. Et on ramène toutes les autres quantités d'énergie à des tonnes équivalent pétrole. Alors, il faut 1,5 tonnes de charbon pour faire une tonne équivalent pétrole, il faut tant d'électricité, il faut tant de stères de bois, etc. Ce qui permet de comparer les quantités consommées entre elles et de les additionner. Vous pouvez vous asseoir peut-être. Il y a des places un peu partout. Et donc, on arrive à additionner tout ça et on a ce chiffre de 8,7 milliards de TEP pour la consommation de l'ensemble des activités humaines. En 2010. Bon, aujourd'hui, on doit être à 9, parce que ça augmente. Et vous voyez les produits donc à gauche. Qu'est-ce que je vois sur la courbe de gauche, sur la figure de gauche? Le produit énergétique le plus consommé, c'est les produits pétroliers. Et ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que ce sont les produits pétroliers qui représentent 41% de la consommation mondiale, malgré le passé, malgré les crises pétrolières, malgré l'augmentation du prix du pétrole, malgré les problèmes géopolitiques, la majorité du Moyen-Orient, etc. Ça reste la première consommée, le premier produit énergétique consommé. Arrive en second, mais vous voyez loin derrière, l'électricité, 18%, et après le gaz, le charbon et la biomasse. C'est important, la biomasse, à 12%, 10%. C'est sous forme de bois, essentiellement, de bois de feu, de déchets animaux et végétaux, en surtout du bois. Et c'est surtout consommé dans les pays pauvres, une grande partie de l'Inde, de l'Afrique, une partie de la Chine, et c'est consommé sous forme traditionnelle, c'est-à-dire souvent gaspillé, et souvent entraînant une déforestation. Donc il faut voir que la biomasse est une énergie renouvelable si on replante. Donc il y a un problème de... C'est renouvelable puisque vous pouvez consommer sans réduire la ressource, mais en même temps il faut faire attention. Donc première constatation, cette dominance du pétrole. Deuxième idée globale de la consommation, c'est la consommation par secteur, c'est donc le schéma de droite. Alors c'est intéressant parce que on entend presque toujours qu'il nous faut beaucoup d'énergie à cause de l'industrie. En fait, l'industrie ne consomme que moins d'un tiers de la consommation d'énergie finale. Les transports sont pratiquement aussi importants, c'est 26% ici, et ça croît. C'est-à-dire la consommation des transports, c'est le secteur qui augmente le plus vite. Et en plus, il y a un lien très direct entre les transports et les produits pétroliers. 95% de l'énergie des transports, c'est les produits pétroliers. Et inversement, les 2 tiers du pétrole, c'est pour les transports. Donc vous avez un couple transport-produits pétroliers qui est le couple le plus fragile, on peut dire. Et troisième secteur, qui est en fait le plus important, c'est le secteur des bâtiments, qui rassemble le secteur résidentiel, c'est-à-dire les logements, 23%, et le secteur tertiaire, 9%. Donc, une première idée, le plus important, c'est ce qui est consommé dans les bâtiments. Souvent, c'est surprenant. Deuxièmement, un secteur très vulnérable du point de vue des produits pétroliers, c'est le secteur des transports. Et troisièmement, le secteur de l'industrie, c'est à peu près un tiers. Alors, vous avez le 2% d'agriculture, bon, c'est une faible consommation d'énergie.
c'est uniquement l'énergie, c'est pas l'agroalimentaire, etc. C'est que l'agriculture. Et ici, vous avez 9% qui sont les usages non énergétiques, c'est-à-dire les produits énergétiques de gauche, surtout les produits pétroliers et le gaz, qui sont consacrés à d'autres usages que la consommation d'énergie, c'est-à-dire les bitumes, l'industrie chimique, les plastiques, les phosphates, etc. Donc vous avez, enfin pas les phosphates, les engrais, etc. Donc vous avez une partie qui n'est pas négligeable, 9%, qui est comptée dans l'énergie parce qu'elle provient des mêmes sources énergétiques, les gaz, pétrole essentiellement, mais qui ne fait pas partie de la consommation d'énergie au sens strict. Alors, cette consommation d'énergie finale, vous voyez que les différents produits qui sont présentés là arrivent assez directement de leur origine. Le gaz, il y a des gisements gaziers, le pétrole passe par les raffineries, ça ne consomme pas tellement d'énergie. Ce n'est pas une transformation, c'est une séparation de produits. Il y en a un, par contre, qui est produit à partir de sources naturelles initiales, c'est l'électricité. Et il faut voir qu'une part très importante de la consommation, la production d'électricité dépend, elle aussi, de produits énergétiques. Ce n'est pas une production du Saint-Esprit, c'est à partir d'autres sources. Et vous avez ici, en amont de l'énergie finale, c'est-à-dire qu'est-ce qui produit l'électricité? C'est d'abord le charbon, 41%, ensuite le gaz, 22%, ensuite les renouvelables, je ne sais pas, c'est 2 fois bleu, donc 16% c'est l'hydraulique et 4% c'est les autres énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque et la biomasse. Enfin, vous voyez que sur les 20%, c'est quand même l'hydraulique qui est la plus importante. Et le nucléaire qui est en 2010 à 10%. Dans les quantités d'électricité, les pourcentages de production d'électricité. Donc 41% d'électricité produite par le charbon, etc. Et donc 13% produit par le nucléaire, donc à partir de l'uranium, et 20% à partir des énergies renouvelables. Donc, vous voyez qu'une partie, cette énergie finale, on la voit assez bien, et cette électricité, on voit à partir de quoi elle est produite. Ce qui nous amène, en remontant aux sources naturelles qui sont à la base de toutes ces productions d'énergie, électricité d'un côté, énergie finale. Et ça, c'est la consommation d'énergie primaire, qui représente en 2010 12,7 milliards de têtes. Alors, la compréhension tout à l'heure, c'était énergie finale 8,7 et énergie primaire 12,7. Entre les deux, c'est justement la production d'électricité. Puisque la production d'électricité à partir des centrales qui utilisent de la chaleur, c'est-à-dire pratiquement la plupart, on a vu tout à l'heure, il n'y avait que les énergies renouvelables, hydrauliques et d'autres, pratiquement 20% qui sont produites en passant par l'intermédiaire de la chaleur, puisque là je passe par les barrages, ou par le vent, ou par le solaire. Mais la plupart, c'est à partir du gaz, du charbon, du pétrole et de l'uranium, ce sont des productions de chaleur qui se transforment en production d'électricité. Et donc vous avez dans la production d'électricité par des centrales thermiques à peu près les 2 tiers qui sont perdus du fait du refroidissement des centrales. Et donc un tiers devient de l'électricité. Ce qui explique la différence entre la consommation primaire des sources naturelles de base et la consommation finale. Dans les sources naturelles de base, on retrouve un peu le schéma de tout à l'heure, mais cette fois-ci explicité en sources naturelles de base. C'est 31% le pétrole, donc ça reste l'énergie dominante dans le mix, qu'on appelle le mix énergétique primaire. Ensuite, on a le charbon, 28%, dont la plus grande partie va dans la production d'électricité, ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, vous avez le gaz. Ensuite, vous avez la biomasse, qui représente 10% des sources primaires. Ensuite, l'uranium, c'est-à-dire la matière première de la production d'électricité d'origine nucléaire, ce que je disais tout à l'heure, c'est donc la chaleur qui est produite dans les réacteurs, 6%, et 3% qui est les autres énergies renouvelables, c'est-à-dire hydraulique, éolien et photovoltaïque, essentiellement. Donc, ce sont ces sources-là qui vont éventuellement poser problème, puisque ce sont elles qui sont à l'origine de toutes celles qu'on consomme journellement, quelquefois sans savoir, et c'est normal. On ne sait pas
par constatation, on peut savoir, parce qu'il y a des papiers qui l'expliquent, d'où viennent ces énergies qu'on consomme, et en particulier l'électricité, dont on a vu qu'il y avait énormément de sources possibles dans le schéma précédent. Alors, jusqu'ici, les choses qu'on peut retirer de ce schéma, c'est un, la domination du pétrole, deux, le fait que 81% de nos sources primaires sont les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, que 87% sont les énergies de stock, c'est-à-dire des sources d'énergie qui sont dans la côte terrestre, qu'on extrait par l'industrie minière, mais qui sont donc des stocks limités. Ce sont les trois fossiles plus l'uranium, tout ça fait 87%, et 13% d'énergie de flux, c'est-à-dire des énergies dont la ressource ne diminue pas du fait que je la consomme, le vent continue, l'eau continue, etc. Sauf pour la biomasse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut la renouveler, et donc, mais elle est renouvelable. Elle n'est pas renouvelée automatiquement, mais elle est renouvelable, alors que les autres sont renouvelés. Il faudra en fait avoir des mots un peu différents, et même l'une est illimitée, c'est l'énergie solaire. En tout cas, donc, premièrement, domination du pétrole, deuxièmement, 87% énergie de stock et 13% énergie de flux renouvelable. Et ça, c'est le constat, si vous voulez, presque le plus important, puisque c'est très récent. Hein, c'est à peu près un siècle et demi. Hein, par rapport même à l'histoire de l'humanité, c'est depuis un siècle et demi qu'a commencé l'exploitation massive du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, puis de l'uranium, qui est encore une part très faible, hein, l'uranium est à 6%. Et donc on arrive dans une situation où on est passé traditionnellement des énergies renouvelables, qui est un usage traditionnel, d'ailleurs avec des progrès assez considérables, mais au cours des siècles, enfin c'était quand même une utilisation limitée. Avec la révolution industrielle, on a eu tout à coup l'apport de ces énergies fossiles, qui sont très commodes d'accès et d'utilisation, en particulier le pétrole, qui est quand même extraordinaire comme facilité d'utilisation, de transport et le nombre d'utilisations possibles. Mais on a quand même tiré sur la ficelle, si je puis dire. Et on arrive déjà aujourd'hui avec nos 12,7 ou 13 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, on se heurte, et ça on le sait, on en entend parler à peu près tous les jours, à des contraintes qui sont déjà très fortes au niveau actuel de consommation. La première, c'est la question des réserves. Vous comprenez bien que puisque ce sont des énergies de stock, bon, les quantités sont limitées, et sur les gisements dits classiques, c'est-à-dire ceux qui sont assez exploitation relativement facile. On a parlé du pic pétrolier, alors c'est discuté, il y en a qui disent qu'on a déjà passé. Apparemment, l'ensemble de ceux qui connaissent les questions pétrolières nous disent qu'on arrive à peu près à un plateau de production, au moins avec les ressources classiques, que effectivement il y a le pétrole de schiste qui se développe dans un certain nombre de pays, mais avec des difficultés qu'on va voir par la suite. Donc on a cette question pétrolière qui est la principale, puisque, un, on a vu que c'était l'énergie la plus consommée, deux, que les transports sont totalement liés au pétrole, aux produits pétroliers, et troisièmement, parce que comme il y a une compétition entre la demande croissante des pays émergents, en particulier la Chine, et puis la demande qui ne diminue pas des pays, disons, classiques, enfin, des pays riches, eh bien, il y a une tension sur les prix qui fait que, actuellement, comme il y a la crise économique, ce n'est quand même pas quelque chose dont on peut se réjouir, les prix sont à peu près stables, mais on sait que le prix du pétrole est à peu près à $20 par baril en 2004, et il est maintenant autour de 100. Donc, tous les matins, ça oscille en fonction de la bourse, je ne sais pas quoi. Donc, pour le pétrole, c'est quelques dizaines d'années de stabilisation, mais ensuite, ça va baisser. Pour le gaz, c'est un peu plus pour des raisons que la consommation annuelle de gaz est plus faible. Donc, si je compte en années de réserve, ça va un peu plus loin. Il y en a un peu plus, les réserves sont plus importantes, donc c'est probablement entre un demi-siècle et un siècle au niveau de consommation actuelle. Donc, si ça compte beaucoup, évidemment, vous réduisez la marge. Et le charbon, lui, il y en a plus, c'est entre un siècle et deux siècles, semble-t-il. Mais du fait qu'il y en a beaucoup que les autres augmentent, le charbon redémarre dans les consommations. Donc vous avez actuellement une remontée du charbon un peu partout, y compris en Europe, où il est importé, mais donc il y a un problème charbon
qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, deuxième contrainte qui est de nature tout à fait différente, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le fait que les combustibles fossiles, quand on les consomme, en général, on les brûle, et donc on produit des gaz carboniques, et ce gaz carbonique est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire que plus vous avez de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui est le cas, ça va continuer à augmenter, plus la température de l'atmosphère augmente, et donc les experts du climat nous expliquent qu'il faudrait limiter à 2 degrés l'augmentation de la température à l'horizon 2050, ce qui voudrait dire diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre au total de l'ensemble des pays, ce qui veut dire diviser par 4 les émissions de l'ensemble d'ailleurs des gaz à effet de serre pour les pays les plus émetteurs, les pays riches, à peu près. Et donc, vous avez ce problème du gaz carbonique qui est lié au système énergétique. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que les émissions de CO2 ne sont pas les mêmes pour chacun des 3 fossiles. Le gaz émet moins de CO2 que le pétrole, qui émet moins de CO2 que le charbon, pour une TEP, pour le charbon. Et c'est vrai aussi quand on passe au niveau de la production d'électricité, c'est-à-dire avec les centrales à gaz à cycle combiné, on émet beaucoup moins de CO2 par kilowattheure que pour les centrales à charbon. Ceci dit, ce sont des fortes augmentations. Et deuxièmement, vous n'avez pas que le CO2, vous avez les autres, mais pour l'énergie, le premier c'est le CO2, mais ensuite il y a le méthane, puisque CH4, puisque le tiers des émissions de CH4 sont liées au système énergétique. Dans ce tiers, vous avez la moitié qui sont les gaz issus des mines de charbon, puisque le grisou des mines, alors quelques pays d'ailleurs les récupèrent, mais on a quand même des pertes, mais on peut aussi le récupérer et donc par exemple en faire de l'électricité, mais ce sont des émissions très importantes, et plus vous augmentez la production de charbon, plus vous avez l'émission de méthane qui est émise. Et deuxièmement, sur les fuites de gaz. Les fuites de gaz, soit au niveau de l'exploitation, soit au niveau des transports, soit vous avez tellement de tuyaux de gaz partout, qu'il y a quand même un certain niveau de fuite. Et ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le sujet, mais c'est aussi un sujet très controversé, l'exploitation des gaz de schiste a pour conséquence beaucoup plus de fuites dans l'exploitation elle-même, parce que vous avez une multiplicité de puits pour la même quantité produite. Donc, à peu près un facteur 3 sur les fuites. Et ça, c'est un problème actuellement qui est détecté aux États-Unis. C'est que je crois que la moitié des émissions actuellement aux États-Unis, du fait des gaz de schiste, sont liées au méthane. Alors, vous avez en particulier dans le dernier Global Chance un numéro un article assez complet de Benjamin dessus sur cette question du méthane, des gaz de schiste et le lien avec le méthane, parce que c'est un sujet qu'on avait beaucoup travaillé il y a quelques années. Donc, deuxième contrainte. Alors, il se trouve qu'on commence à voir la convergence des contraintes. D'une part, vous avez cette question des ressources qui fait qu'on se dit, bon, si on veut conserver les ressources, il faut arriver à consommer moins. D'autre part, vous avez cette obligation de consommer moins, en tout cas de combustibles fossiles, puisque pour les autres, ça ne se pose pratiquement pas, consommer beaucoup moins de combustibles fossiles pour arriver aux objectifs sur le climat, c'est-à-dire à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Troisièmement, c'est la question des accidents. En lien aussi, on peut dire, avec le quatrièmement, c'est la pollution, toutes les questions environnementales, mais avec les conséquences non seulement environnementales, mais sanitaires, que ce soit sur les travailleurs de ces industries ou que ce soit sur les populations, avec les marées noires, la destruction de régions entières comme le delta du Niger, les catastrophes de Golfe du Mexique, vous savez, quand on s'amuse, quand on est bien à creuser de nouveaux pétroles à des profondeurs énormes, il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne colle pas. Un tuyau qui pète dans le désert d'Arabie Saoudite, c'est certes embêtant, mais ce n'est pas une catastrophe. Si c'est dans une mer et comme le Golfe du Mexique, ça devient une catastrophe. Et puis vous avez les accidents nucléaires qui ont été constatés, Tchernobyl et Fukushima, les 2 grands accidents nucléaires, qui sont de véritables catastrophes à tous les points de vue, que ce soit du point de vue humain ou du point de vue environnemental. Et les pollutions et déchets, vous avez là aussi la série des pollutions liées aux combustibles classiques, en particulier le charbon et les produits pétroliers, le diesel, etc. Enfin,
les pluies acides d'un certain nombre de pays qui continuent à avoir des centrales qui ne sont pas très, très performantes ou pas avec suffisamment de filtres, etc. Et puis à nouveau, vous avez la question des déchets nucléaires, dans lesquels tous les pays qui ont développé le nucléaire entassent les déchets et pour le moment, aucun ne présente une solution satisfaisante, soit pour les faire de fin, pour finalement ne pas garder sous quelque forme que ce soit, on pourra en discuter, mais ils restent là et leur radioactivité sera là pendant des décennies, des siècles, des millénaires, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de contraintes qui touchent les 4 énergies de stock à des niveaux différents. Et pratiquement, il y en a toujours 2, il y a au moins 2 contraintes qui pèsent sur l'une ou sur l'autre, avec une domination. Pour le CO2, le plus gras c'est le charbon, mais ça se pose pour les 3 fossiles. Pour les réserves, il y a les 3 fossiles, mais aussi l'uranium, qui avec les techniques actuelles, c'est aussi quelques dizaines d'années, enfin c'est moins d'un siècle. Et donc le problème de la situation de l'uranium, etc. Vous avez ce dont je n'ai pas parlé particulièrement, mais c'est plus ou moins lié à la première question, c'est-à-dire à la fois les ressources et les prix, toutes les questions géopolitiques liées à l'exploitation de ces ressources et le fait que les pays essayent de se les approprier. Vous allez voir que les pays qui consomment aujourd'hui beaucoup ont vécu initialement sur leurs propres ressources. Puis petit à petit, ils ont pillé les ressources de la planète. Alors on peut discuter de la légitimité ou non, mais c'est le cas. Et donc on s'aperçoit qu'il y a non seulement les questions physiques dont j'ai parlé, les ressources et les conséquences économiques, mais également les questions géopolitiques. C'est-à-dire que si on est lié par des importations, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique sur le plan des relations internationales. Donc ces contraintes sont considérables et sont très liées au fait des 87%. Vous voyez bien que si on avait un meilleur équilibre, on aurait des contraintes moins fortes sur l'ensemble du système énergétique. Et par-dessus le marché, je vous ai parlé jusqu'ici d'une consommation mondiale d'énergie, comme si le monde, enfin les activités humaines, étaient un seul consommateur. Et déjà, on se disait, bon, ce consommateur, il faut qu'il fasse gaffe par rapport à toutes les contraintes, il y a des choses à faire. Une difficulté de plus, une constatation supplémentaire, c'est l'inégalité des consommations. On voit très bien qu'elles sont liées à la richesse des pays, c'est clair. Par contre, on connaît même le quantitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un peu plus de 7 TEP par habitant et par an. Alors, ce n'est pas chaque habitant qui consomme 7 TEP, c'est la consommation totale divisée par le nombre d'habitants. Alors, si ça se répartit entre l'industrie, les transports, les bâtiments, etc. Mais, donc 7, un peu plus de 7, et ils étaient à 8 en 1975. Vous voyez que le Japon et l'Europe, d'ailleurs, l'Union européenne, c'est un peu moins que le Japon, un peu moins de 4, mais c'est l'Union européenne dans son ensemble qui elle-même connaît des inégalités entre les pays. Disons que la partie occidentale de l'Union européenne, c'est à peu près 4, c'est à peu près comme le Japon, le même genre de consommation. Le monde, c'est un peu moins de 2. Et vous voyez que les pays émergents, même la Chine, qui est celui qui connaît la plus forte croissance, elle est à 1,7, sur 1,8, donc moins de la moitié de la France. Et donc ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention quand on dit là-bas la Chine c'est épouvantable, c'est le pays qui consomme le plus d'énergie. Ben certes, ils sont à 1,3 milliard. Si la Chine était divisée en 4 pays, ou en 27 comme l'Europe, aucun ne serait cité comme étant le plus consommateur ou le plus pollueur. Donc il faut faire attention, c'est bien une comparaison quand même de comparer par habitant. Donc on est à 1,8 et l'Inde, qui est aussi un pays émergent, dont la croissance est assez forte, c'est 0,6. Et l'Afrique subsaharienne, ça doit être 0,4. Donc la tendance, évidemment, à partir du moment où vous voyez qu'on constate grosso modo que les pays de droite, quoi, Japon, Europe occidentale et États-Unis, arrivent à peu près à stabiliser leur consommation d'énergie par habitant. Bon, même depuis les premiers chocs pétroliers, les premiers efforts qu'on a fait sur la consommation d'énergie, les transformations structurelles, etc., c'est à peu près stabilisé. Mais les autres ont tendance à se dire que bon, ils ont une croissance économique légitime, par conséquent, ils pourraient se dire on va essayer de rattraper les autres. C'est le raisonnement qu'on faisait, nous, dans les années 70, je me souviens très bien, j'étais à la commission énergie du plan en 1975, il fallait rattraper les États-Unis.
Comme les États-Unis consommaient 8 à l'époque, on nous disait, pour ne pas le nommer le directeur général du l'UTF, expliquer, pour tout le monde, il le considérait comme une autorité remarquable, il expliquait que les États-Unis consommaient 8 par habitant, qu'en 2000 ils consommeraient 12, hein. Comme nous on était à 2 ou 3, un truc comme ça, ben, il fallait mettre les bouchées doubles, etc., etc. Donc ce qui dominait, qui domine aussi conceptuellement, mais c'est quand même moins la mode à l'époque, vous vous souvenez, dans les livres, on comparait les productions de charbon, d'acier et d'énergie pour montrer ceux qui étaient le plus forts, d'une certaine façon. Et donc, la théorie du rattrapage. Alors, qu'est-ce qu'elle donnerait, la théorie du rattrapage? C'est le futur impossible, après je m'arrête et puis on discute. Le futur impossible, c'est qu'aujourd'hui, bon, les pays les plus riches, c'est 13% de la population mondiale, c'est les pays qui sont en bas. Bon, je ne prends pas Abu Dhabi, enfin, je ne prends pas les riches anormaux, je prends les riches développés, industrialisés, qui ont développé depuis une certaine civilisation, depuis près d'un siècle, etc., et qui en plus consomment beaucoup. Et donc 13%, ils consomment en moyenne 5,3 têtes par habitant. Et c'est la moyenne entre les États-Unis et puis l'autre groupe qu'on a vu. Supposons que les habitants de ceux qui sont à gauche, là, sur le schéma tout à l'heure, se disent, bon, on va viser 5,3. C'est déjà bien, ils viseraient 5,3 et pas 8, pas 7. Les États-Unis, ou 8, ce serait 5,3. Et on va, comme vous le savez, vers 9 milliards. Les statisticiens nous disent, enfin, les démographes nous disent qu'on va arriver quelque part dans le siècle à 9 milliards. Et quelque part dans le siècle, on arriverait, puisque les pays augmenteraient, puisque chacun se donnerait comme objectif évidemment d'augmenter, on arriverait à 7 milliards qui consomment 5,3 têtes par habitant. Ce qui fait 48 milliards de têtes. Contre 12-13 aujourd'hui. Vu les contraintes qu'on a vues, si on garde le même système, ou si on s'illusionne sur le fait qu'on peut garder le même système pour continuer à consommer des énergies à ce niveau-là, des énergies de stock, et que les autres se font le même raisonnement, bah, c'est soit la guerre, soit le fait que les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. L'ennui de ce raisonnement, c'est que les pauvres n'ont aucune envie de rester pauvres. Et donc il appartient aux riches, dont la France fait partie, vous avez vu, avec 4, de comprendre ce message, de prendre conscience du fait qu'il y a ces contraintes, et donc de proposer des solutions alternatives assez rapidement, hein, puisque les autres, ils augmentent. Entre parenthèses, si les pays européens, les États-Unis, etc., le font, ils font un peu en partie, on pourra en mettre, je veux dire, c'est pas nul non plus. Les pays émergents ne sont pas idiots. C'est-à-dire que si un modèle fonctionne basé sur un autre système énergétique, eux-mêmes, en ce moment, sont en train de le construire. Donc, si vous voulez, la situation n'est pas désespérée. Elle n'est pas désespérée sur le fond, elle est assez désespérée sur la vitesse. C'est-à-dire que les contraintes dont je vous ai parlé ont une urgence forte, en particulier la contrainte climatique. Et donc, la solution, qui est en gros la définition de la transition énergétique, il pourrait y avoir un certain accord sur le fond, mais il n'y a pas d'accord suffisant sur la mise en œuvre et la rapidité de la mise en œuvre. Qu'est-ce que c'est la transition énergétique? La première chose que je vous ai dit, la réduction des consommations des pays riches, non pas une réduction obligée, comme l'est par exemple, dans une certaine mesure, la réduction de la consommation d'électricité du Japon, parce qu'ils ont eu le choc de fermer la centrale nucléaire. Donc, il y a un effort de réduction forcé. Mais on peut tout à fait réduire, on le verra, les consommations par la sobriété et l'efficacité énergétique, tout en faisant attention effectivement aux questions d'inégalité, y compris dans un pays. Parce qu'il faut que les programmes que vous mettrez en œuvre, ça on le verra plus tard, ne sacrifient pas, que ce soit au niveau mondial ou que ce soit au niveau d'un pays, ceux qui sont les plus au bord de la route. Et ce qui veut dire aussi que dans l'aide au développement, mais ça en France c'est quelque chose qui a évolué, c'est-à-dire les responsables de l'aide au développement ont décidé sur le plan énergétique de mettre le paquet sur l'efficacité énergétique. Donc, premièrement c'est ça. Les pays riches mettent en œuvre une politique de réduction de leur consommation, pas par des suppressions, des efforts
contraint, mais par le fait qu'on peut améliorer les consommations, c'est-à-dire obtenir les mêmes services énergétiques, c'est-à-dire le même confort ou les mêmes biens en consommant beaucoup moins. Deuxièmement, ça c'est une discussion internationale, mais c'est aussi une question conceptuelle, c'est-à-dire la convergence au lieu du rattrapage. L'histoire des 5 planètes, qu'est-ce que j'ai dit, 4 planètes. Le comité central du Parti communiste chinois en 2005, un discours sur l'énergie dans lequel il a dit qu'il ne faut surtout pas se donner pour objectif de rattraper les États-Unis dans la consommation d'énergie par habitant. Texto, hein. Je ne le savais pas quand j'ai raconté mon truc en Chine, on a dit oui, il a dit. Et il s'agit, parce que c'est impossible, il faudrait 5 planètes. Donc c'est assez remarquable, parce que ce pays donc consomme 1,8 litres par habitant en primaire, c'est-à-dire nous on était là il y a 40, 50 ans, et bien même à ce niveau, ils disent pas, on va rattraper. Ils savent que c'est pas possible, donc ils mettent en œuvre des programmes. Le problème c'est que ça aussi, ça prend du temps, etc. Moi je travaille en Chine, donc je peux témoigner qu'effectivement, ils ont des objectifs politiques là-dessus et ils font des choses qu'on pourrait éventuellement parler. Troisièmement, sortir du 87%, évidemment, et donc rattraper, rééquilibrer en faveur des énergies renouvelables. D'autant plus qu'on sait que les potentiels sont considérables, qu'il y a des pays qui atteignent déjà des taux très importants, donc je veux dire, techniquement c'est prouvé. Ce qui n'était pas le cas en 1975, quand on a commencé à faire les lois sur ces questions, qui est considéré comme un fou furieux si vous parliez d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. 30 ans après ou 35 ans après, on sait que c'est faisable, aussi bien les économies d'énergie que les énergies renouvelables. Donc à nouveau, c'est une question de définition politique, de moyens de mise en œuvre, plus que de dire il faut faire de la recherche, on sait que ça existe. Et la Chine, justement, arrive à être en tête sur des questions comme l'éolien et le photovoltaïque. Quatrièmement, et ça c'est plutôt une propriété, mais elle est tout à fait essentielle, c'est que vous voyez bien que si vous basez une partie importante de la politique énergétique, ou en tout cas la volonté de mettre en œuvre cette transition énergétique, si vous les basez sur l'efficacité, la sobriété énergétique, c'est-à-dire les économies d'énergie, pour simplifier, et les énergies renouvelables, vous voyez qu'une partie très importante, la totalité pratiquement pour les économies d'énergie, et en particulier les économies dans le bâtiment, dont on a vu que c'était le secteur le plus important, ça se fait là où les bâtiments se trouvent, c'est-à-dire partout. La politique sur les transports collectifs, qui sont aussi une politique liée à la réduction des combustibles, des produits pétroliers dans les transports, ça se fait au niveau aussi des villes. Donc il y a une partie locale et territoriale extrêmement importante. Et donc vous avez un changement très fort on peut appeler le paradigme énergétique. D'un côté, vous avez un système qui, par nature, est international et centralisé. International au sens que le prix du pétrole, personne n'y peut rien. Et tous les matins, on vous annonce que, il est passé à tel niveau, pour des raisons plus ou moins obscures. Et en plus, au niveau national, vous avez des systèmes centralisés, en particulier les systèmes électriques, mais aussi le système pétrolier. Et le reste de la population, même y compris les entreprises, est tout à fait spectateur et il paye sa facture. Là, vous basculez sur un système dans lequel tous les secteurs deviennent des acteurs, les entreprises du bâtiment, les entreprises industrielles qui doivent faire des économies chez elles, etc. Peut-être qu'elles ont un intérêt financier, pas seulement à cause du climat ou de je ne sais pas quoi. Et donc, vous vous trouvez dans une situation où vous avez un basculement d'au moins la moitié de la préoccupation énergétique vers des gens qui ne sont pas des énergéticiens, mais des architectes, des bâtisseurs, des collectivités locales, des collectivités territoriales, etc. D'où l'importance dans cette histoire de débat sur la transition énergétique, de la notion de débat régional, non seulement pour traiter de problèmes nationaux, par exemple pour le choix de la transition énergétique et les moyens que l'État, au moins du point de vue législatif, pourra y consacrer, mais aussi toute la dimension, qu'est-ce que je fais au niveau d'une région, au niveau d'une ville, au niveau de n'importe quel endroit, y compris chez moi, puisque j'ai vu que la consommation dans les bâtiments, dans les transports, etc., était très importante. Et donc vous avez sur le petit papier, les composantes de la transition énergétique.
Voilà, c'est ça, et c'est ça qui... Alors, pourquoi c'est intéressant cette histoire, indépendamment des raisons que j'ai données sur les contraintes, c'est le fait que c'est applicable partout. Et ça, c'est assez unique, parce qu'aucune autre dimension, une politique charbonnière, c'est surtout lié, si vous avez ou non du charbon. On a vu que le pétrole, c'est très dépendant de ce commerce international, etc. Le gaz, c'est pareil. Bon. Tandis que là, vous pouvez appliquer ça dans un pays riche, le meilleur exemple étant la Californie, qui a stabilisé sa consommation d'électricité depuis 40 ans. À 6 000 kWh par an, la France est 7 000. Donc, si vous voulez, la Californie, qui est donc, on peut dire, le pays le plus riche du monde, et puis, bon, qui ne se prive pas, a mis des tels programmes en œuvre, dont on pourra discuter, qu'ils sont arrivés à stabiliser. Donc, le pays le plus riche peut le faire, et le pays le plus pauvre d'Afrique peut le faire, parce que chaque fois qu'il va construire une maison, au lieu de se dire, je construis un truc qui sera complètement invivable du point de vue confort, mais en plus va très vite me demander de mettre, dès que j'aurai un peu d'argent, de faire des bâtiments avec de la clim et tout, et donc je rentrerai dans un cercle vicieux d'augmentation de la consommation d'énergie. C'est pourquoi, dans pas mal de pays, de penser au transport collectif, de penser aux bâtiments bien construits, d'avoir ce qui se passe dans un certain nombre de pays en développement. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Tunisie. Depuis 1986, la Tunisie a un programme d'efficacité énergétique avec une agence nationale, etc. Et donc a mis en place petit à petit des instruments que nous n'avons mis en place que quand on était déjà à la fin des années 70, c'est-à-dire à un niveau économique beaucoup plus fort. Donc c'est applicable partout sur le plan international. C'est bien un pays très pauvre que d'un pays très riche. Dans un pays très riche, c'est une obligation. Dans le pauvre, c'est pratiquement une obligation parce que du coup, l'énergie qu'il importe souvent, en général, il importe du produit pétrolier, il se ruine avec des importations de produits pétroliers. Parce que là, on essaie de faire basculer le fric sur des investissements qui permettent de consommer moins. Et c'est applicable partout au niveau d'un pays. Aussi bien à Strasbourg que dans un petit village, que dans le nord, le sud, etc. Pourquoi? Parce que sur le plan économie et énergie, vous pouvez le faire partout. Il y a toujours des bâtiments, il y a toujours des entreprises, vous avez toujours des transports. Et sur le plan des énergies renouvelables, vous en avez toujours au moins une ou deux. Il y a des pays qui en ont beaucoup, et il y en a d'autres qui en ont moins, mais il n'y a pratiquement pas d'endroit où vous n'avez pas une énergie renouvelable disponible. Donc, c'est une stratégie qui, sur le plan de la politique internationale et des relations internationales, est extrêmement importante, parce que, a priori, elle n'est pas conflictuelle. Donc, ça, c'est quand même très important. Alors là-dedans, juste pour situer, c'est pour ça que je disais au début que dans cette question planétaire de la transition énergétique, au niveau mondial, le nucléaire n'est pas très important, puisqu'on a vu qu'il représentait en énergie primaire 6%, mais 6% c'est la production de chaleur dans les réacteurs. Du point de vue de la consommation d'énergie finale, on a vu que l'électricité c'était 18%. Dans l'électricité de 18%, la part du nucléaire qui n'a cessé de décroître ces dernières années, c'est 10%. Donc 10%, 18%, c'est 1,8%. Donc dans la consommation d'énergie finale mondiale, le nucléaire joue pour 1,8%. Bon. Donc, ce n'est pas très important si je regarde cette situation planétaire comme je l'ai regardé tout à l'heure. Alors, ça ne veut pas dire, enfin, ce n'est pas une raison en soi pour dire qu'il ne faut pas en faire. C'est bien pour placer l'importance de ce problème au niveau mondial. C'est-à-dire que si au niveau mondial, tout le monde disait, écoutez, finalement, trop dangereux, les déchets, etc., on va en dire un mot, on arrête. Bon, la plupart des pays, ça ne leur ferait rien parce qu'ils n'ont pas de nucléaire. Le plus grand nombre ont des proportions de nucléaire qui sont pas négligeables, mais qui sont pas colossales. Et vous avez ici les proportions qui montrent la difficulté de la discussion en France, c'est que dans la production d'électricité, la part du nucléaire dans la production d'électricité, vous avez donc les productions en valeur absolue sur la première ligne. Vous voyez que c'est les États-Unis qui en ont le plus, puis après les autres pays à peu près dans l'ordre. Et puis vous avez la proportion de la production donc à partir du uranium, donc du nucléaire, dans chaque pays. Vous voyez que les grands pays nucléaires historiques, les États-Unis, bon, c'est 19%,
la Russie 16%, le Royaume-Uni 16%, le Japon, évidemment, avant Fukushima, c'était 28%, l'Allemagne 22% et la France 75%. Donc, il y a donc si j'enlève la France, le paysage nous dit, bon, ben, certes, c'est une contribution, dans certains pays, il y a 30%, etc. La Corée du Sud, qui a le programme important, ben, on voit c'est 30%. Donc ça explique, si vous voulez, la difficulté de cette question en France. D'une part, pour deux raisons. La première, c'est la compréhension du fait qu'on arrive à 75%, alors que bon, les autres, c'est autour de, mettons, 30 maximum. Et deuxièmement, ben, pour modifier cette situation, on voit bien que ça pose des problèmes forcément plus difficiles que ceux de, par exemple, du Japon, qui avec 28%, supprimer les 28% a été un choc très important, mais jouable, si je puis dire. Voilà, donc au niveau mondial, si vous voulez, moi j'ai travaillé, donc je vous l'ai dit un peu partout, la question ne se posait pas dans les termes par rapport au non nucléaire, ça se posait économie d'énergie, énergie renouvelable, c'est-à-dire comment on diminue notre contrainte extérieure. Et il y a deux grands arguments qui ne sont pas dans ce que j'ai dit, parce qu'ils sont un peu indirects. C'est la contrainte extérieure, c'est-à-dire la facture énergétique, qui pour tous les pays, c'est quand même quelque chose de lourd. Surtout si le pétrole s'amuse à faire ça, mais vous avez des fluctuations, qui on verra l'importance pour la France. Et deuxièmement, c'est le fait que la transition énergétique avec les économies d'énergie et les énergies renouvelables procure au pays des activités, des ressources et des emplois. Ça, c'est vrai au niveau d'un pays et c'est vrai au niveau d'une région, du pays, etc. Et donc ces deux arguments, en fait, c'est ceux-là, quand vous travaillez avec un pays ou avec une région, c'est ceux-là qui sont en fait les plus ressentis, par exemple, par les élus ou les collectivités locales. Ce qui leur importe, c'est est-ce que l'argent qui est dépensé dans ma région ou mon pays, je ne sais pas, un pourcentage de 10% ou 15% fout le camp pour acheter ce malheureux produit pétrolier dont j'ai besoin pour faire tourner mon diesel ou faire marcher mes bus pourris en général, ou bien est-ce que je vais consacrer l'ensemble de mes moyens financiers, y compris les moyens privés, à isoler les maisons, faire des trams, etc. C'est-à-dire que recycler l'argent dans des activités internes. Et ça, même au niveau d'un territoire, moi j'ai fait des travaux dans des pays, au niveau d'Assis. Tout le monde croyait que j'étais au fin fond de la Roumanie, en fait c'était à côté d'ici. Et ben, cet argument de l'emploi, de l'activité est un argument très fort. Il se trouve qu'il coïncide parfaitement avec la réponse aux 4 contraintes majeures. Donc c'est pour ça qu'en gros, il faut garder le moral. Il ne faut pas non plus que vous soyez accablé par mon exposé. On peut s'en tirer. C'est très important parce que la convergence des contraintes vers cette politique, et cette politique est un élément très important de répondre à la crise économique. Ça pourrait ne pas être. Hein, il pourrait y avoir d'abord des contraintes qui sont contradictoires. Vous pourriez dire, ben, le charbon c'est formidable. Bon, je trouve qu'il y a des problèmes différents qui font qu'il y a bien une convergence vers cette politique. Et en plus, cette politique répond à un certain nombre de préoccupations, je dirais, qui sont extérieures à l'énergie. Alors, rapidement, on va regarder l'énergie en France pour voir justement ce qui est quand même... Alors, une caractéristique du débat sur la transition énergétique en France, c'est que, comme d'habitude, c'est un débat pratiquement uniquement hexagonal. Ça, c'est un peu catastrophique, parce que cette impression qu'un hexagone isolé, etc., donc il n'y a pas suffisamment de préoccupations. Il n'y a pas tellement de discussions, moi je crois pas d'ailleurs, pas tout à fait tout en tout, de discussions justement sur les questions internationales et à peine sur les questions européennes. Donc regardons l'énergie en France. Là, vous avez ce schéma. Vous ne regardez pas les chiffres d'abord parce qu'ils sont illisibles, et puis c'est en 2011, mais bon, vous ne pouvez pas les voir, mais ce n'est pas très grave. C'est le schéma qui passe de l'énergie primaire à l'énergie finale. Donc l'énergie primaire, c'est en gros les sources naturelles dont j'ai parlé au début pour le monde, les charbons, et les traits sont proportionnels aux quantités. Donc vous avez le charbon en noir, le pétrole en rouge, le gaz en rose, l'uranium en violet, et le vert, c'est les énergies renouvelables. Sur les énergies primaires, j'ai évidemment une très forte proportion d'uranium, hein, puisque c'est 40%, je pense, du total à peu près. J'ai 90%
des sources d'énergie primaire qui sont importées. Donc j'ai 10% au local, c'est des renouvelables, la biomasse hydraulique, bon, l'éolien c'est pas grand-chose, et surtout la biomasse et l'hydraulique. Et tous les restes, le charbon, le gaz, le pétrole, à part les petites flèches que vous voyez en haut, minuscules, qui sont la production locale, mais qui sont toutes petites, les sources primaires sont importantes. Donc j'ai quand même une très forte dépendance extérieure. On peut discuter après en fonction du coût, des pays où on s'est approvisionné, etc. Mais j'importe toutes ces quantités. Deuxième phénomène, c'est la grande flèche bleue, la séparation bleue dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que puisque donc l'essentiel de la production d'électricité, vous voyez que c'est à partir de l'uranium, c'est les 75% dont je parlais tout à l'heure, et vous voyez que une très grande partie s'échappe, c'est les pertes, c'est-à-dire la chaleur perdue par le refroidissement des centrales, c'est la flèche du haut, donc c'est ce qui réchauffe le canal d'Alsace, la Seine, la Loire, la mer, ou les oiseaux si c'est des tours de refroidissement. Et vous avez donc la flèche bleue, c'est l'électricité. J'arrive donc à l'énergie finale, qui est donc un peu de charbon, parce que bon, il y en a un peu dans l'électricité, puis il y en a un peu en particulier dans la sidérurgie, où il y a charbon humide, parce que c'est un schéma général, mais là en France, il y a que du charbon. Les produits pétroliers, que vous voyez que la taille n'est pas très différente, parce qu'entre les deux, il y a juste la consommation des raffineries, donc c'est pas beaucoup, donc les produits pétroliers, c'est bien. Alors c'est eux qui sont au niveau de la consommation d'énergie finale. On va y passer. Et donc on a, donc là je passe, j'ai déjà commencé, donc le 90% des énergies primaires importées, la dominante du nucléaire dans la production d'électricité, on a vu 75%. En finale, la flèche rouge, la dépendance pétrolière, mais ça c'est vrai d'à peu près tous les pays, c'est pas spécial à la France, la plupart des pays d'Europe, sauf ceux qui sont producteurs de pétrole, mais bon, ça c'est la Norvège et un peu l'Angleterre, mais les autres, la première dépendance, c'est la dépendance en produits pétroliers, et la France est dans la même famille. Ensuite, on a une forte consommation d'électricité, je dirais pourquoi, et on va passer à l'électricité. Alors, la consommation d'énergie finale, ben, vous voyez, là ce sont les chiffres par rapport aux flèches de tout à l'heure. Vous voyez la domination des produits pétroliers, 44%. En second, le moins derrière, c'est l'électricité, 24%. Et puis vous avez le gaz 19%, et la biomasse 8%, et la chaleur 2%, mais c'est ce que je disais précédemment, c'est la chaleur des réseaux de chaleur essentiellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chauffe solaire. Là c'est un scandale. Pourquoi il n'y a pas de chauffe solaire en France pratiquement, ou très peu, et surtout dans le midi où il y a du soleil. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup. Et puis, voilà, le charbon, le gaz, l'électricité, donc c'est surtout le produit pétrolier 44% et l'électricité 24%. Par secteur, c'est très intéressant, parce que c'est quand même des chiffres assez différents tout à l'heure. L'énergie est très basse, l'industrie est très basse, 18%. Et ça, c'est pas, en soi, c'est d'une part parce que l'industrie va pas bien. Et que ça serait peut-être pas plus mal si c'était plutôt 25%, parce que vous pouvez considérer que on peut quand même considérer que c'est une énergie utilisée à des fins productives. Et on constate là que c'est bas. Et en plus, c'est pas tellement parce que l'industrie est très efficace en énergie. Elle est pas mal parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans l'industrie, puisque là, je dirais, c'est relativement plus facile, parce qu'en général, les industriels, surtout les gros consommateurs, l'industrie et l'énergie représentent une part importante de leur coût, ont fait des efforts. Mais on peut en faire encore. Donc il y a encore des potentiels d'économie, mais il y a aussi des potentiels d'une certaine croissance. Mais vous voyez que le 18%, c'est très faible. C'est-à-dire que par rapport à l'idée qu'on a, que je disais tout à l'heure, que l'énergie c'est pour l'industrie, bon, c'est 20%. Hein, c'est 20-25% à tout casser. Après, c'est 27% les transports, et on retourne sur notre lien entre le transport et les produits pétroliers, donc le secteur le plus fragile sur la question énergétique. On le sait bien d'ailleurs, dès qu'il y a une augmentation des prix du pétrole, c'est vrai que c'est ressenti très fortement. Et puis, les bâtiments, c'est encore plus fort que tout à l'heure au niveau mondial, puisque vous avez 29,6 à 45% de la consommation d'énergie
finale qui est dans les bâtiments. Donc, on voit bien, on voit assez vite nos objectifs dans les économies d'énergie. Évidemment, la consommation d'énergie dans les bâtiments, qui est à peu près petit en chaleur, un tiers d'électricité. Deuxièmement, la question des transports, et la réduction de la consommation pétrolière dans les transports. Et troisièmement, la question de l'électricité. Et la consommation finale d'électricité, en général c'est un scoop, c'est que, à nouveau, la part de l'industrie est relativement faible, 28%. Et là c'est pareil, on peut faire des économies d'électricité, mais on pourrait aussi améliorer, avoir une plus grande part de l'électricité dans la consommation de l'industrie. En particulier, les Allemands ont une plus grande part de l'électricité dans la consommation de l'industrie. Deuxièmement, ça c'est peu connu, l'ensemble des transports à l'électricité, dans le métro, les trams, le TGV, etc., dont on nous dit, vous savez, il faut beaucoup d'énergie, mais non, c'est 3% de l'électricité. Donc, vous ne cassez pas la tête, si vous développez les transports collectifs, si on multiplie par 3 les transports collectifs en France, les transports collectifs et trains, tout ce qui est électrique, on arriverait à 10%, donc on peut y aller. La contrainte énergétique ne va pas nous empêcher de développer le transport collectif. Il faut mettre ça dans la tête. Par contre, la catastrophe, enfin, le truc assez grave, c'est quand même les 66%, les 2 tiers de la consommation d'électricité, c'est dans les bâtiments. Et dans cette consommation d'électricité, vous avez une partie qui est typique de la France, c'est le chauffage électrique. Puisque le chauffage électrique est pratiquement développé qu'en France, à ce niveau-là, et que vous avez, du fait du chauffage électrique, une pointe d'hiver de consommation qui est très importante, qui donc coûte cher, parce qu'il faut avoir des moyens de puissance, quelquefois pour quelques heures ou quelques jours, que s'il fait froid et qu'on se plante dans les prévisions, on peut avoir des gros problèmes avec le réseau, puisque vous savez qu'un degré de différence, ça fait 2000 MW, c'est-à-dire exactement la production de la centrale. Donc il faudrait qu'il fasse un peu plus tiède pour la flemme. Voilà. Et donc vous avez une pointe qui n'arrête pas d'augmenter, qui était à 75 000 MW. Le total du parc nucléaire tout complet, si tout marche en même temps, c'est pas le cas, mais 63 000 MW. La pointe, c'était 75 000 en 2001, c'est 102 000 en 2012. Et vous avez une augmentation de la pointe, et la pointe française est la moitié de la pointe européenne. Et donc les Européens autour disent, écoutez, il faudrait faire attention. Donc ça a une double conséquence. La première conséquence, c'est le fait qu'effectivement, ça risque de fragiliser l'équilibre des réseaux, puisqu'il faut quand même chaque fois arriver à trouver le moyen de production. Et deuxièmement, c'est que du coup, dans les périodes de pointe, la France est obligée d'importer. On n'a pas de puissance, ce qui n'est pas normal, mais on n'a pas de puissance suffisante pour arriver jusqu'au 102. Et si on mettait des puissances exactement pour arriver au 102, ça ferait des centrales qui fonctionneraient très peu. Donc ça coûte très cher. Donc on importe. Et en général, à ces périodes-là, on importe de l'électricité d'Allemagne produite avec du charbon. Et donc ça augmente d'une certaine façon les émissions de CO2 du système. Alors elles ne sont pas comptées en France, puisqu'on compte en France les émissions produites en France. Si vous importez de l'électricité, donc c'est tout bénéfique. Mais bon, c'est quand même un problème, et il faut le savoir, cette question du chauffage électrique, du point de vue de l'équilibre, du point de vue des investissements, du point de vue des importations, et du point de vue des émissions de CO2 induites. Donc ça, je l'avais parlé dans les consommations d'électricité. Alors, la question du nucléaire, rapidement. Bon, je rappelle les raisons de la sortie du nucléaire, qui sont des raisons habituelles, et en particulier les 3 raisons qui ont été prises par le gouvernement et le Parlement allemand pour décider de la sortie du nucléaire en Allemagne. Donc, chacun est libre d'avoir les opinions qu'il a, les gouvernements aussi, c'est pas une mission de caractère politique. Vous êtes curieux de constater, et ça c'est pas d'hier, mais enfin ça s'est encore plus confirmé plus récemment, la différence d'opinion sur ces questions des 2 côtés du Rhin. Quand même. D'un côté, c'est considéré comme à la fois du point de vue politique, unanime, des industriels, des syndicats, de la population. De l'autre côté, c'est quand même extrêmement difficile
non pas de l'obtenir, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait poser des difficultés, mais même d'être considérés comme des arguments valables. C'est ça qui me paraît assez grave. On pourrait très bien poser sur la table le fait qu'effectivement il y a ce type de problème. On connaît les déchets radioactifs d'un débat sur Bure qui pose très précisément la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets, l'accident grave à Fukushima et Tchernobyl et la prolifération des armes nucléaires en Iran. Donc l'existence de ces problèmes est quand même assez évidente. Après, c'est de savoir dans quelle mesure on en tient compte et qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense qu'il est quand même minimal d'en reconnaître l'existence et de ne pas chercher à louvoyer avec eux. Alors, les centrales, je pense que ce n'est pas nécessaire, vous connaissez tout ça par cœur habitant ici. Ce qui est intéressant à savoir, c'est d'une part que toutes les centrales françaises sont sur le même modèle, et assez unique, c'est des modèles à eau refroidis à l'eau, c'est-à-dire strictement le même modèle que la centrale de Three Mile Island qui a été accidentée aux États-Unis. Il y en a d'ailleurs 70 à 69 aux États-Unis de ce modèle. Et le réacteur refroidi à l'eau de Fukushima étant également refroidi à l'eau, mais c'est de l'eau bouillante un peu différente. Mais c'est le même type d'accident grave sur ces centrales, c'est le fait qu'on perd la perte totale du refroidissement. C'est-à-dire que le cœur du réacteur, dans le combustible qui est dans le réacteur, les fissions, la réaction en chaîne produisent de la chaleur, et c'est cette chaleur qui produit l'électricité, ce que j'ai déjà dit. Vous passez à travers un échangeur, et puis après vous avez transformation en vapeur et production d'électricité. Il se trouve qu'en même temps que vous produisez de la chaleur, vous produisez des produits radioactifs très dangereux. Et par conséquent, il ne faut absolument pas que ces produits radioactifs s'échappent, quoi qu'il arrive. Il faut qu'ils restent dans le truc, il faut qu'on en permanence refroidir le réacteur. C'est-à-dire que même si vous arrêtez la réaction en chaîne, la fission, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de production supplémentaire de chaleur, il reste, le combustible est plein de produits radioactifs, et donc il y a une production de chaleur très importante qui continue. C'est à peu près 7%, l'arrêt c'est à peu près 7% de la puissance. Quand vous avez des puissances de 10 MW, ça fait quand même 70 MW de puissance, donc ça reste très important. Puissance qui va de 3000 MW, donc c'était 200 MW. Et donc, vous gardez une puissance très forte, donc c'est chaud, donc il faut continuer à refroidir. Pendant des jours et pendant des jours. Si vous avez une perte totale de refroidissement, ce qui s'est passé accidentellement interne à Three Mile Island et du fait du phénomène externe, de l'agression externe, du tremblement de terre et de tsunami à Fukushima, il y a dégradation du cœur, il y a dégradation des gaines, donc les gaines commencent à se fissurer, il y a une réaction entre la vapeur d'eau, puisque l'eau est vaporisée, puisqu'elle est pas refroidie, donc de l'eau. On a une réaction entre le zircanol, les gaines et l'eau, la vapeur d'eau, et donc explosion d'hydrogène. Qui a été l'accident en particulier à Fukushima. Ou explosion de vapeur, ça dépend des fois. C'est vraiment des possibilités d'accident. Et donc, si on prend en compte cet accident, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On nous dit deux choses. Pour moi, ces deux phrases suffisent à au moins lancer la discussion et lancer la réflexion. La première phrase, c'est dans le cas des centrales existantes, tous les 58 qu'on a, qui sont donc du même modèle, les accidents graves n'ont pas été considérés lors de leur conception. C'est-à-dire que à cette époque-là, donc c'est la conception, c'est du début des années 70, c'est les réacteurs américains Westinghouse, puisqu'on a construit les 900 sur licence Westinghouse. Dans la conception, on pensait qu'il était impossible ou que la probabilité était suffisamment faible pour qu'il y ait une perte totale de refroidissement. Et donc, il n'y a pas de réponse technique par construction à cet accident, qui peut rester grave comme à Three Mile Island, c'est-à-dire le réacteur est détruit complètement, ce qui n'est pas non plus dans l'esprit des concepteurs. Ne pensez pas non plus qu'on pouvait construire. Alors, le réacteur est détruit complètement, mais il n'y a pas d'explosion qui pète le sel de confinement, donc il n'y a pas de quantité de radioactifs à l'extérieur. Il y en a un peu, mais pas du tout comparable aux accidents majeurs comme Tchernobyl et Fukushima. Ou bien vous passez de l'accident grave, comme Three Mile Island, comme le début de Fukushima, perte de refroidissement total,
mais aggravation par les explosions soit d'hydrogène, soit de vapeur, et donc projection de matière radioactive à l'extérieur, ce qui devient un accident majeur. Bon. Donc, par conception, on n'a pas conçu que ça pouvait être possible. Et deuxièmement, l'autorité de sûreté nucléaire qui nous dit, en 2011, en me disant qu'elle avait déjà dit, je n'ai pas trouvé les traces, mais la position constante de l'autorité de sûreté nucléaire a toujours été la suivante: personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais en France un accident nucléaire. La superposition de ces deux phrases me dit qu'au moins il faut discuter de qu'est-ce que c'est qu'un accident nucléaire en France, selon d'ailleurs les différents sites, etc. Et est-ce que par rapport à cette possibilité reconnue d'accident, quelle est l'attitude du citoyen? De dire, bon, oui, bon, je pense que cet accident, je fais confiance, donc cet accident ne se passera pas, ou bien, puisqu'on me dit que cet accident peut se passer, voilà ce que je peux dire. Et, alors, à dire, quand est-ce que ça peut se passer? La discussion, c'est la question des probabilités. Alors, on ne peut pas actuellement, effectivement, dire qu'il y a une probabilité de temps, puisqu'on n'a pas énormément, heureusement, de grand nombre de cas. Simplement, le calcul traditionnel était de dire que la probabilité d'un accident majeur, c'était 10-6 par année réacteur. La probabilité, c'est année réacteur, c'est un réacteur fonctionné pendant 1 an, il y a une chance sur 1 million qu'il y ait un accident. Alors après, vous multipliez par le nombre d'années, par le nombre de réacteurs, et vous trouvez que au monde, avant Fukushima, il y a 450 réacteurs fonctionnant pendant 30 ans, c'est à peu près le cas actuel, on doit être en dessous. Ça représente 14 000 années réacteurs. Si vous appliquez à 14 000 années réacteurs une probabilité de 10-6, votre nombre, ce raisonnement, c'est le raisonnement du directeur de l'IRSN, jusque-là. Et donc le nombre attendu, d'après ces 10-6, ça serait 0,014 accidents, voilà, sur ces 450 réacteurs pendant 30 ans. Donc 0,014, c'est très faible, donc ça explique le fait qu'on considère que ce n'est pas possible. D'accord? Mais ce que l'on a observé, c'est 4 réacteurs accidentés, 1 à Tchernobyl et 3 à Fukushima. Et par conséquent, ce qui s'est passé sur ces 450 réacteurs sur 30 ans, c'est 4 accidents, dont 3 sont liés, c'est sur le même site, mais on raisonne sur des années réacteurs. Donc ceux qui font des probabilités doivent tenir compte qu'il peut y avoir plusieurs réacteurs accidentés sur un site, puisqu'il y a des sites qui ont 2 réacteurs, en général 4, 6, et par le ligne 6 réacteurs. Fukushima, il y en avait 6, mais il y en avait 4 qui marchaient pas, etc. Donc il y a un facteur 300 entre ce qui a été observé et ce qui était, entre guillemets, attendu. On n'en déduit pas du coup. Il est impossible d'en déduire qu'une probabilité pour le futur. Simplement, c'est un avertissement qui est important par rapport à ce qui était dit précédemment. C'est important puisqu'on a en Europe, l'Union européenne, 134 réacteurs, on en a en France 58, donc on ne peut pas, et qu'on met ça à côté des phrases précédentes, on se dit qu'il faut quand même discuter sérieusement de la prise en compte de l'accident grave dans une stratégie de politique énergétique, qui est discutée au niveau du débat de transition énergétique. Bon, le coût de l'accident nucléaire, donc là-dessus, il y a eu récemment des estimations sur l'accident. Il y a une première qui a été donnée par la Cour des comptes et confirmée par l'autorité de sûreté nucléaire, c'était 70 milliards d'euros pour un accident, entre guillemets modéré, c'est-à-dire Prima Island, c'est un accident, donc je l'ai dit tout à l'heure, le réacteur est complètement détruit, mais il y a des émissions très fortes à l'extérieur de radioactivité. Et puis c'était de 600 à 1000 milliards d'euros pour un accident très grave comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima. Il y avait eu une étude antérieure de l'IRSN qui n'avait pas été publiée, puis finalement qui a été publiée plus récemment parce que quelqu'un s'est aperçu qu'elle existait. Donc dès qu'on sait quel document existe, toujours se le procurer. Et donc je vous recommande la lecture parce que c'est très intéressant. Ce sont des simulations d'accidents qui montrent aussi la variabilité sur les coûts. Alors c'est les coûts directs, réacteurs bousillés,
les coûts de démantèlement, enfin, il y a une addition de coûts qui sont liés aux conditions techniques. Après, il y a une addition de coûts qui sont liés aux zones qui sont contaminées, qui sont évacuées. Donc il y a tout ce problème de l'évacuation, de la radioactivité, du calcul des conséquences sur la santé, etc. Et aussi le fait qu'une zone est condamnée pendant 10 ans, 20 ans, 300 ans, etc. Donc ils prennent tout ça en compte et donc ils montrent que bien sûr c'est variable d'un site à l'autre. Vous avez des sites entourés de zones très peuplées, trop riches, très industrialisées, d'autres qui sont dans des zones beaucoup plus pauvres. Et donc ça s'étale entre 500 et 5000 milliards. Alors ce n'est pas des marges d'incertitude, c'est des degrés de gravité de l'accident et des degrés de vulnérabilité de la zone. Et des niveaux de vent. Hein, puisqu'on sait qu'à Fukushima, la moitié de la radioactivité a été vers la mer, dans le Pacifique, alors que Tokyo aurait dû être évacué si ça allait dans l'autre sens. Vous pensez bien que évacuer Tokyo, c'est invraisemblable. Mais en fait, donc, le site, le vent, il y a des tas de choses qui sont à prendre en compte et qui expliquent la différence de coût estimée par ce type d'études. Donc, c'est aussi, donc ça, c'est dans les discussions actuellement au niveau du débat national, ces questions sont quand même prises en compte. Sur cette question de la transition, il y a des engagements de la France, beaucoup dans le cadre européen, et il faut donc bien voir que la loi de la transition énergétique doit confirmer ces engagements et traduire donc les moyens de les mettre en œuvre. Les premiers, c'est des engagements globaux sur le climat, c'est-à-dire d'arriver au facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050. C'est un objectif évidemment lointain, 2050, mais ça veut dire qu'il faut quand même se placer sur une trajectoire qui risque d'aller dans ce sens-là. Si vous partez sur une trajectoire qui monte comme ça, par exemple, ça ne colle pas. Donc c'est important pour raisonner sur les politiques énergétiques à mettre en œuvre. Ensuite, vous avez les objectifs européens qui sont ce qu'on appelle les 3-20%, c'est-à-dire 20% des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 20% au niveau européen, 23% en France, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale. Ça veut dire des gros efforts, hein, parce que je veux dire, actuellement, on n'y est pas, hein, on est loin de cet objectif. Et troisièmement, la réduction de 20% de la consommation d'énergie par rapport à la trajectoire tendancielle. Alors la trajectoire tendancielle, elle monte un petit peu, mais pratiquement proportionnelle à la population. Et donc ça veut dire que ça voudrait dire une réduction de consommation d'à peu près 15% en 2020 par rapport à 2012 ou 2011. Vous voyez, c'est très important. Alors, est-ce qu'on le respectera ou pas? C'est autre chose. Il faut, qu'il y ait l'engagement, que cet engagement soit respecté, et donc qu'il y ait les moyens de la mise en œuvre à travers les programmes. Alors, les grands programmes sur cette transition énergétique, c'est effectivement la réhabilitation énergétique des bâtiments, puisque la chaleur, le chauffage représente à peu près les 2/3 de la consommation d'énergie. Donc là, il y a un potentiel absolument considérable. Et ça, c'est à faire partout. Donc, il y a toutes les discussions sur quels moyens mettre en œuvre, quel type de financement, quelle responsabilité, la construction des capacités locales, à la fois du point de vue de la construction, mais aussi de la conception, etc. Le développement des transports collectifs et du train, je vous ai expliqué que ça, c'est une question d'investissement, mais ce plan énergétique, ça ne pose pas de problème. La réduction des consommations d'électricité, parce que, on va le voir, on consomme par habitant trop, non seulement du fait du chauffage électrique, mais aussi du fait de l'utilisation de ce qu'on appelle les usages spécifiques, c'est-à-dire l'éclairage, l'électroménager, l'audiovisuel et l'informatique, le développement des énergies renouvelables, et en parallèle sur ces différentes actions, en plaçant en priorité les actions qui ont un caractère compensatoire pour effectivement les gens qui sont en situation de sécurité énergétique. Vous voyez que la France et l'Allemagne, entre 90 et 2000, c'est à peu près pareil. En 2000, ça décroche. L'Allemagne ne se stabilise pas, mais augmente de façon beaucoup moins rapide. La France continue sur une droite. Et vous avez 15% de différence aujourd'hui. Donc on se dit, bon, on doit pouvoir, c'est un potentiel d'économie qui est probablement vraisemblable. Et à droite, vous avez par ménage, et c'est intéressant aussi, puisque vous avez c'est le même décrochement, mais avec une différence qui est là de 36%. Alors, il y a moins d'enfants par ménage, après on regarde les détails, mais c'est quand même
a ses caractéristiques, parce que l'équipement d'un ménage n'est pas forcément très différent. Donc là, on a un potentiel très important, non seulement sur la question du chauffage, dont on parle beaucoup, mais qui est en fait pas le principal de la consommation d'électricité, et sur l'électricité spécifique, où là, on sait qu'on peut faire des économies très importantes. Même comparaison sur les renouvelables. À gauche, vous avez l'évolution des énergies renouvelables productrices d'électricité. En Allemagne, vous voyez qu'entre 2000 à peu près en 97 et 2012, ça a augmenté à peu près de 120 milliards de kilowattheures. La France, la même période, ça a augmenté de 10, c'est-à-dire que la France était déjà élevée. Elle avait déjà 70 milliards de kilowattheures en 1990, mais elle a très peu augmenté depuis, cause hydraulique. Donc c'était très bien cette composante hydraulique. Et donc dans les scénarios alternatifs que nous proposons, effectivement, on propose d'une part la réduction de la consommation d'électricité une dizaine d'années d'à peu près 15%, celle dont j'ai parlé, à notre avis, elle était possible, et d'autre part une augmentation de l'ordre de 120% de la production d'électricité d'origine renouvelable. Donc si vous vous placez dans ces conditions-là, on peut respecter, dans les discussions qu'il y a actuellement, on peut respecter la baisse de 50% de la part nucléaire dans la consommation d'électricité, qui reviendrait à baisser de 50% la production nucléaire. Faire attention aux 50%, c'est-à-dire si vous continuez à augmenter la consommation d'électricité, 50% de quelque chose qui augmente, on peut faire à peu près n'importe quoi, en particulier la stabilisation. Par contre, si vous dites on doit faire des économies d'énergie en général, on peut faire de l'ordre de 15% d'économies d'électricité, et on peut développer, on a un potentiel d'énergie renouvelable supérieur à celui de l'Allemagne, donc on doit pouvoir faire en 10 ans ce que l'Allemagne a fait les 10 ans précédents, même plus facilement, parce que c'est moins cher, les techniques baissent. Et vous avez donc une proposition là, qui est à peu près celle qu'on a fait à Global Chance, en faisant deux hypothèses, moins 15%, moins 20% à l'horizon 2025 sur la consommation d'électricité, où on voit qu'en mettant des énergies non renouvelables, qui sont donc les 100 de plus ou 120 de plus dont je parlais par comparaison à l'Allemagne, on arrive à une réduction pour les besoins nationaux, parce que là aussi, actuellement, on a plus de nucléaire parce qu'on en exporte. Parce que là, je raisonne sur les besoins nationaux et on n'est pas obligé d'exporter du nucléaire. De garder du nucléaire pour l'exporter ne paraît pas finalement une solution extraordinaire du point de vue des risques. Et donc, on peut arriver à 200, à peu près une moitié du parc nucléaire actuel sur la situation électrique française en 2025. La situation topologique de la centrale de Fessenheim montre que tous les sites ne se valent pas en termes d'implantation. À l'époque de la construction de ce réacteur, les préoccupations étaient principalement d'aménagement du territoire et de faisabilité technique. La sûreté ne faisant pas grande question. Aujourd'hui, la réflexion ne serait pas la même. Cela a d'ailleurs été constaté en Chine, où la réflexion... Parlez, le chinois, il pas con. Où la réflexion conduite au sujet des incidents, vous noterez le mot incident, qui est aussi significatif. Les incidents de Fukushima posent la question du renoncement de l'implantation de centrales en bord de fleuve. Ainsi, les conséquences d'un incident à Fessenheim sur le Rhin seraient de grande ampleur, d'autant plus que les dommages concerneraient plus de populations étrangères que françaises. Je trouve ce paragraphe admirable, c'est une audition du directeur général de l'IRSN, enfin, des gens qui sont compétents sur les questions de sûreté, le 5 juillet 2012. Donc si vous voulez, voilà, moi je ne veux pas aller plus loin, simplement je pense qu'il y a suffisamment d'arguments de deux côtés, tous les deux aspects. L'analyse et la discussion sur les risques, et l'analyse et la discussion, en fait trois. L'analyse et la discussion sur la transition énergétique en général. Sur cette discussion-là, je pense que c'est relativement facile à partir de la situation mondiale. Bon. Et sous condition, la situation française est quand même à 90% dépendante dans les exportations primaires et une facture énergétique de 70 milliards d'euros, donc il faudra quelque chose.
Ce problème-là me paraît relativement simple à discuter et d'arriver à des conséquences. Le deuxième, c'est effectivement une discussion sur l'analyse des risques, à partir de choses comme celles que je vous ai citées, pour savoir comment on se situe, y compris site par site. Parce que les problèmes sont si différents, plus précédents. Et troisièmement, la discussion sur la faisabilité des alternatives. C'est-à-dire, est-ce que des scénarios comme Megawatt, qui sont quand même assez complets, qu'est-ce que ça veut dire de les appliquer, qu'est-ce que ça veut dire de les mettre en œuvre, sachant que dans la mise en œuvre, il y a une responsabilité, je ne sais pas combien de pourcents, mais une responsabilité énorme au niveau local, si je peux dire, du citoyen, du consommateur, de la municipalité, de la région. Et donc, si vous voulez, ces problèmes-là sont des problèmes sur lesquels normalement on a prise. Si on ne prend pas, ben, un, on a tort, et deux, on peut être accusé pour utiliser ce mot. Eh bien, merci. Se mettre à prendre des initiatives au niveau politique pour engager une transition énergétique, ou est-ce que c'est un Grenelle de plus qui va se trouver étouffé parmi les sujets divers, la rubrique des chiens écrasés, voilà. Le mariage gay, voilà, tout ça. Il n'y a pas de réponse à votre question, évidemment. Le débat est en cours. Moi, je le trouve, par certains côtés, il est compliqué, c'est un peu usine à gaz, bon, etc. Par un autre côté, ben, il y a quand même pas mal de débats, en particulier en région. Moi, je donnerais 12 sur 20, quoi, hein. Bon, sur le débat lui-même. Ceci dit, il en sort des trucs. Le scénario Négawatt, comparé aux autres, se montre bien, parce qu'il a été vachement bien fait. Ce que ce débat montre, c'est que l'extérieur est meilleur que l'intérieur. Les petits là, qui tournent autour, les négawatts, les global champs, certaines ONG, etc., font un travail, au moins sur le papier, parce que nous, on n'a pas les moyens de construire des centrales ou de les détruire, mais par contre, le travail de démonstration est plutôt de bonne qualité. Et ça c'est quand même reconnu. Et donc, du point de vue, je dirais, culturel ou intellectuel, il y a un progrès considérable dans l'acceptation de ces notions-là. Bon. Donc, c'est plutôt positif. En parallèle, il y a les rapports de force réels, la réelle politique. Et ça, c'est un gouvernement dont on ne sait pas trop, bon, qui va se dire, ah bon, alors, il y a d'un côté, mais ces gens-là, et c'est normal, ne fonctionnent pas forcément que sur la comparaison fine et intelligente des différentes politiques possibles. C'est aussi de dire, attends, là, il y a qui défend quoi, etc. Donc on ne sait pas. Même en étant dedans plus ou moins, on ne sait pas comment l'ensemble de ces réflexions et de ces propositions qui vont résulter des débats, qui sont d'ailleurs souvent contradictoires. Moi, je défends les économies d'électricité, les gens qui disent que les économies d'électricité, c'est un, impossible, deux, quasiment criminel, trois, ben bon, donc, alors, où le politique se dit, bon, je vais étudier sérieusement la question de l'économie d'électricité. Il n'y a pas le temps. Il est conseillé par qui? D'un bord ou de l'autre? Et donc, vous rentrez dans un truc dont vous ne savez pas très bien comment ça va se passer. Donc, on en est là, franchement. Et donc, on participe, sur l'invité à la conférence, on l'a fait, si on est auditionné par un groupe de travail, on l'a fait. On fait des notes pour dire, voilà, nous, on pense que. Il y a des notes sur la sortie nucléaire, on a fait des notes sur la gouvernance, on a fait des notes sur le prix, sur le gaz de schiste, bon. Donc, mais on ne peut pas aujourd'hui dire comment va se faire la synthèse. Alors il faut regarder la phase synthèse, sérieusement, comment la synthèse va refléter ces différentes idées, qu'elle le reflétera honnêtement, il y en a qui pensent que, d'autres que, ou bien est-ce que ce sera un consensus mou duquel on pourrait créer ce qu'on veut. Et puis après, il y a la préparation de la loi. Voilà. Ce que notre syndicat a proposé, excusez-moi, ce qu'on a proposé, c'est de dire qu'il faudrait que les revenus financiers du nucléaire soient utilisés pour financer la R&D, donc pour trouver des solutions d'avenir,
et non pas, comme c'est le cas depuis 30 ans, en fait, faire plouf dans le budget de l'État pour essayer de compenser nos déficits, mais où on n'utilise pas pour investir dans l'avenir. Là, c'est très bien. Alors, bon, je réponds rapidement, après les gens pourront dire quelque chose, mais puisque je suis interpellé. Bon, le seul truc intéressant que vous avez, il y a deux trucs intéressants. Le premier, c'est sur le coût. Ben oui, ça va coûter cher. Et de toute façon, on a comparé en gros les coûts de continuer, comme aujourd'hui, ce qui impliquera des travaux importants sur les centrales nucléaires avec la question du fait qu'on les poursuit. C'est à peu près la même chose que les coûts de la transition énergétique, puisque dans la transition énergétique, on va faire aussi des économies d'électricité. Vous ne l'avez pas cité. Je vous signale que dans l'ensemble des solutions, la moins chère, c'est les économies. Donc les économies d'énergie, c'est très important parce que ça évite des investissements, soit nucléaires ou autres. D'ailleurs, moi je ne suis pas un fan de l'investissement photovoltaïque si c'est pour gaspiller l'électricité. Donc sur les coûts, les deux voies sont à peu près équivalentes. Dans les deux cas, les voies vont augmentera l'électricité pour la raison que vous avez dit, et l'électricité augmentera, et donc on a tout intérêt à l'économiser pour que la facture des gens n'augmente pas trop. Vous pouvez augmenter le coût du kilowattheure, mais si vous consommez moins, vous rattrapez. C'est d'ailleurs un peu ce qui explique la situation allemande, où effectivement ils consomment moins parce que des équipements plus efficaces, plus attention, etc., parce que le prix est plus élevé. Donc, d'accord. Deuxièmement, sur le rallongement des centrales nucléaires, c'est vrai, ça serait moins cher de les garder plus longtemps. Je pose la question du risque, et là-dessus, bon, je vous conseille de lire de bons ouvrages sur le fait qu'une centrale vieillissante est moins sûre que quand elle était toute neuve, surtout dans la mesure où on n'est pas conçu pour ça. Donc sur cette question-là, c'est pas très bon. Alors, le truc intéressant, c'est l'histoire de l'intermittence. D'abord, on préfère appeler la variabilité, puisque grosso modo, le photovoltaïque, on peut dire qu'il est intermittent jour-nuit, mais en fait, il est variable. L'éolien, il est variable. Toutes les renouvelables ne sont pas variables. Si j'ai une éolienne, c'est sûr qu'à côté, il faut que je mette une centrale à gaz à cycle combiné, parce que ça fait ça, donc je mets une centrale à gaz. Si j'ai un parc d'éolien, déjà, il y a un certain équilibre. Si j'ai un pays qui a de l'éolien, il y a des compensations considérables. Ça, on le voit dans les différents pays. Deuxièmement, il y a des compensations entre les renouvelables entre elles. Ça, c'est très important. On a 40, je crois, milliards de kilowattheures d'hydraulique de barrage. L'hydraulique de barrage, au lieu de s'amuser à compenser le pic du chauffage électrique, son utilisation optimale, ce serait quand même justement de compenser les variabilités des renouvelables. Donc je pense que là, on a déjà cette notion de centrale virtuelle dans laquelle vous mélangez des énergies renouvelables variables, comme l'éolien et le photovoltaïque, sur lesquelles d'ailleurs de plus en plus on a une assez bonne prévisibilité, avec des énergies renouvelables pilotables comme l'hydraulique et la biomasse. La biomasse, c'est comme le charbon et le gaz, c'est des centrales thermiques, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et là-dessus, en plus, il y a toutes les études qui ont été d'ailleurs faites sur le stockage. Il y a aussi des moyens de stockage pour remonter l'eau, etc. Plus les moyens de pilotage sur la demande. Donc moi je pense que c'est ça, à veut dire c'est quand même ça. C'est les différentes énergies renouvelables entre elles, certaines variables, certaines pilotables. Deuxièmement, c'est la prévisibilité. Troisièmement, c'est le stockage. Et quatrièmement, c'est la gestion de la demande, et en particulier de cette dramatique pointe française. Donc je pense qu'on ne peut pas du tout résumer ça au fait que, en plus si le nucléaire n'est pas pilotable, c'est quand même pas ma faute. Hein, c'est quand même pas moi qui ai inventé un système qui ne marche qu'en base, avec une demande qui a des pointes de 102 000 gigawatts. Donc on a un système électrique français qui est totalement non adapté à la demande. Et deuxièmement, je vous conseille de lire le dernier avis de l'autorité de sûreté nucléaire publié le 16 mai 2013. C'est un avertissement. C'est la première fois dans l'histoire que l'autorité de sûreté nucléaire, quelle qu'elle soit, s'adresse à un débat de politique énergétique. Et cet avis, qui est envoyé au débat, officiellement, par l'ensemble des commissaires, il a fait attention. Tous nos réacteurs sont du même modèle.
Une anomalie générique est possible. Alors, on peut parler d'accident générique, mais d'anomalie générique. Une anomalie générique, c'est mieux, c'est-à-dire que vous apercevez tant qu'il y a un truc qui foire sur tout ou partie des réacteurs. Alors, ça peut être partie, 10, 15, 20. Il y a eu des exemples, hein, de 10, 15, 20. Ça peut être l'ensemble. Et donc, l'ASN avertit le débat en disant, faites attention, il faut tenir compte de ça. Et en particulier, avoir des moyens de production compensatoires, et puis la question des économies d'énergie, parce qu'effectivement, ils continuent à augmenter. Alors, c'est très important parce que c'est vraiment, et c'est pas du tout une position, et c'est ni pour ou contre l'unité, ça n'a rien à voir. Le type, il dit, moi, écoutez, la politique énergétique, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de l'autorité de sûreté, mais la sûreté vous dit, faites attention, l'anomalie générique, ça existe. Et par rapport à l'anomalie générique, on voit très bien que la part du nucléaire dans le parc est évidemment importante, parce que si vous avez l'ensemble qui dépend du nucléaire, 75%, c'est pas du tout gérable de la même façon que si c'est 50, 30 ou les autres éléments quand même. Donc il faut faire attention dans ces raisonnements de dire que ben, tout s'est très bien passé jusqu'ici, donc on continue. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question sur le vieillissement et le risque, et sur cette question de la part, sans même parler de sortie du nucléaire, puisque c'est une autre opinion qu'on peut considérer comme extrême, poser la question d'un parc électrique qui soit équilibré et qui permette effectivement de faire le développement des énergies renouvelables par les différents systèmes de compensation dont j'ai parlé, et à mon avis, c'est tout à fait possible. Et donc, je pense que d'investir dans la recherche sur le stockage des énergies renouvelables, eh bien, ça serait une bonne solution. Et qu'il faut en parler. Voilà. Merci. Alors moi je suis une grande utopiste et je pense qu'il y a une énergie dont on ne pense jamais, c'est l'énergie humaine. Moi je m'imagine un pédalobus où tout le monde pourrait pédaler, j'imagine, on a ces petites lampes de poche, on tourne pour faire de l'énergie. Est-ce qu'on n'aurait pas la même chose à un grand niveau pour faire ne serait-ce que la lumière dans notre maison? Voilà. Qu'on y pense à l'énergie humaine. Moi, je voulais simplement te dire que vous avez parlé de l'énergie que l'on ne consomme pas, vous avez parlé d'économie. Je suis frappée par ces publicités pour, par exemple, des doubles vitrages où vous voyez de grandes baies avec vue sur un spectacle enneigé et à l'intérieur une heureuse famille en petite liquette à manches courtes. Alors si on commençait par détruire cette image, quand il y a de la neige dehors, même dans son appartement, on a un pull et des chaussettes. Et à ce moment-là, on ne brûle pas d'électricité, on en brûle moins. Ça fait partie des scénarios. Donc je vous conseille la lecture du scénario Négawatt. Il y a un bouquin qui s'appelle Manifeste Négawatt. Hollande souhaite fermer la fermeture de Fessenheim et on assiste à normalement 2016 et on assiste 2017 et on assiste on assiste à la situation suivante, c'est que l'autorité de sûreté a donné l'autorisation de prolonger la vie de la centrale de 10 ans avec une prescription qui, bien sûr, implique le renforcement du radier. Donc, un investissement important. Et alors, on se pose la question de savoir, sur le plan économique, est-ce que c'est nécessaire de faire ce renforcement du radier alors qu'on va fermer la centrale en 2016. Et de plus, une question précise qui s'adresse à vous, qui avez travaillé dans ce secteur-là, est-ce que la solution actuelle présentée par l'exploitant est acceptable? Augmenter, épaissir le radier de 15 cm sur 1/6 de la surface, de 50 cm sur 1/6 de la surface du radier, en questionnant un certain nombre de spécialistes, ceux-ci ont tendance à penser que ça va être très difficile.
Christophe Fessenheim, d'abord, effectivement, la question que vous posez, mais qui s'adresse au gouvernement, c'est que si on dit qu'on va arrêter ça en 2016, est-ce que ça vaut le coup de faire des travaux? D'autant plus que, si vous voulez, cette histoire des travaux, je parle, il y a déjà l'histoire de la source froide, c'est-à-dire faire un tuyau avec la nappe phréatique. Bon, moi je trouve que c'est assez discutable, mais bon. Et deuxièmement, il y a l'histoire du renforcement du radier. Ce que l'ASN avait demandé, c'est qu'effectivement, le renforcement, au sens augmenter l'épaisseur, puisque le radier est, je crois, au mieux 1,50 m, parce que ça dépend de trucs, il y en a qui disent 1,30 m, soit 1,50 m. Et les radiers des autres réacteurs 900 MW, c'est 4,20 m. Donc en fait, ce qui est grave, c'est que depuis le début, on le sait ça, et en particulier depuis Timber Island, qu'avant on pouvait dire on met un radier d'1,50 m, ça suffit, puisque de toute façon il n'y aura pas d'accident, donc c'est pas grave. Et à partir de Timber Island, on savait très bien que le corium fondu pouvait percer la cuve. Donc il y a un vrai problème, si vous voulez, de façon dont les choses se passent, puisque cette histoire d'un radier d'épaisseur trop faible avait déjà été signalée depuis plusieurs années, enfin était connue mais non dite, et après a été dit à un certain moment et il ne s'est rien passé. Il a fallu Fukushima, qui en fait est une catastrophe mais n'a rien prouvé sur ce plan-là. Je vais leur montrer que c'était encore pire que ce que vous pouvez penser, puisque ça perçait le cuve alors que Timber Island n'avait pas percé. Donc il y a un vrai problème de se poser la question pourquoi tout d'un coup ça devient urgent. Alors c'est très bien, puisqu'on aurait pu s'apercevoir il y a 20 ans que c'était aussi urgent, mais on le fait. Et l'ASN demande le renforcement. Et qui dit renforcement, tout le monde a pensé que c'était épaissir le radier, mais de façon suffisante. À partir du moment où EDF disait, moi je ne sais pas, je ne connais pas le détail des raisons, mais EDF a dit je peux faire 50 cm de plus, c'est-à-dire passer de 1,50 m à 2 m. Or, l'IRSN donnait comme condition d'acceptation de l'épaisseur le fait qu'il fallait donner au moins 24 heures, tout ça basé sur des trucs très complexes, des calculs, des machins. Il fallait donner au moins 24 heures au corium pour traverser le truc, en gros pour permettre d'évacuer. Enfin, je pense que c'est des raisons de cet ordre-là. Et donc, il faut un certain temps. Et donc, les 2 mètres, ce n'était pas suffisant. Et donc, elle dit, écoutez, c'est génial, on va faire un récupérateur de corium, c'est-à-dire une espèce de tuyau qui part du puits de cuve et qui passe dans une zone d'étalement qui est donc basée sur ce qui se fait par conception sur le PR. Puisque sur le PR, on a dit, écoutez, il faut absolument empêcher le corium de percer, donc le mieux c'est qu'on va faire un plancher qu'on appelle le récupérateur de corium, ou le cendrier, qui est d'ailleurs plus grand, parce que le PR est plus grand, et donc le corium va s'étaler. Donc, proposition d'une solution comparable à celle de l'EPR, et donc, bon voilà, donc ça ne doit pas être idiot. Alors, vous allez regarder ce qui se passe pour l'EPR, et sur l'EPR, il y a un truc qui est très important, c'est qu'on dit qu'il est absolument essentiel, dans l'écoulement du corium, qu'il n'y ait pas d'eau, parce que le corium, avec l'eau, peut donner une explosion de vapeur, ce qui est connu, c'est classique, si je puis dire. Ça s'est déjà passé, y compris dans d'autres industries. Et curieusement, dans Fessenheim, cette question n'est pas soulevée. Non. L'IRSN n'a pas soulevé la question de l'eau par rapport à l'explosion de vapeur. L'IRSN a soulevé la question de l'eau par rapport au fait que la présence d'eau pouvait gêner l'étalement du corium. C'est tout à fait différent. Donc la question de l'explosion de vapeur a disparu des débats. Et quand on pose la question, on nous explique que justement, mais si, on a dit. Alors l'IRSN, pour des raisons autres, c'est-à-dire l'écoulement du corium, a dit, avec moi, je pense qu'il faut que le truc soit sec. Il faut garantir que le puits de cuve soit sec. Ce qui, à mon avis, n'est pas possible. Parce que c'est par construction que dans EPR, c'est garanti que ça soit sec. Alors que par construction, dans Fessenheim, vous avez un puits de cuve, il est très difficile de garantir qu'il n'y ait pas d'eau, surtout si vous faites de l'aspersion, etc. En tout cas, tout ça est un peu détaillé. Apparemment, donc, il y a une contradiction, enfin, il y a quelque chose qui se pose entre le raisonnement qui s'applique à l'EPR, où il faut qu'il n'y ait surtout pas d'eau, et le raisonnement au Fessenheim, où l'eau pourrait être gênante pour l'écoulement, mais l'autorité de sûreté n'a pas repris cette condition et ne demande pas le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Et donc, une grande question qui est posée dans le blog
dans Mediapart, d'un certain Bernard Lapronge, qui pose la question de la forme, le mystère du thorium mouillé. Je vous conseille la lecture. Bon, il faut bien voir que vous avez un problème fondamental et qui va rester quels que soient les réacteurs, c'est la question que la fission produit des produits de fission. Et ça, c'est intrinsèque, et bon, ça on n'y peut rien. Après, il y a des réacteurs différents, et il faut reconnaître que ceux qu'on a choisis, les réacteurs ordinaires, sous pression ou bouillants, n'ont pas du tout été choisis. Là-dessus, Refussard a raison, sur des considérations ni de sûreté ni de déchets. Par exemple, à l'époque, déjà, il y a des réacteurs mis du point de vue de l'utilisation intelligente de l'uranium. Puisque dans les combustibles irradiés, c'est-à-dire à la fin de la vie du réacteur à eau, vous avez du plutonium, encore de l'uranium, plus d'ailleurs que dans l'uranium naturel. L'économie du combustible est très mauvaise. Et vous aviez déjà à l'époque, par exemple, les réacteurs à eau lourde canadiens, à eau lourde et uranium naturel, qui consommaient beaucoup mieux l'uranium. Pratiquement, à la fin, il n'y avait presque plus d'uranium 235 et presque plus de plutonium. Donc évidemment, on ne les retraitait pas, donc c'était plus simple. Alors je prends cet exemple parce qu'il a existé. Alors après, pour d'autres raisons, on n'est pas là, enfin, on n'a pas discuté les détails, mais disons, le type de réacteur compte. Alors, dans l'ordre, alors ceux qui sont encore plus mauvais, malheureusement, mais qu'on essaye de mettre en avant en France, c'est ce qu'on appelle la génération 4, qui sont en fait les surgénérateurs plutonium-sodium. Ça, c'est un désastre. Je ne m'étends pas là-dessus, je pense que vous le savez aussi bien que moi. Alors, effectivement, les réacteurs à thorium et sel fondu sont intéressants. Le thorium est mis en avant, mais il faut faire attention. C'est pas comme l'uranium, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'isotope fissile. C'est-à-dire qu'au démarrage, il faut faire du thorium avec du plutonium. Bon, donc déjà, ça veut dire que l'utilisation du plutonium, c'est pas évident, c'est quand même un corps dangereux, etc. Alors, mais par contre, ce qui est revendiqué, c'est le fait qu'à partir du thorium, comme à partir de l'uranium 238, on peut produire de l'uranium 233 qui, lui, à son tour, est fissile. Cela dit, dans cette histoire-là, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que dans cette histoire-là, il y a des discussions quand même. Pourquoi les réacteurs à thorium n'ont pas été poursuivis, puisqu'il y en avait déjà. Moi, le dernier sur lequel j'ai travaillé, c'est les réacteurs à thorium, parce qu'on produisait, alors je ne sais plus quoi, un actinide quelconque qui était très... Neptunium. Bon, on produisait donc du neptunium qui était très dangereux, et donc ça a coincé. Donc il y a ce côté-là qui doit... Bon. Et l'autre question, les sels fondus, je pense qu'effectivement, c'est probablement une bonne idée, à condition que ça soit circulant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y ait pas l'accumulation des matières fissiles dans un même cœur. Et donc, apparemment, sur les projets actuels, ça serait meilleur du point de vue sûreté. Le problème, c'est que c'est vraiment au niveau du laboratoire, actuellement. Et la question est quand même de savoir si... Alors moi, je pense que peut-être continuer à faire des recherches sur le thorium, c'est pas idiot, mais jusqu'à quel point on continue à mettre beaucoup d'argent sur ces questions-là, comparé à d'autres... si vous voulez, moi, je sais très bien, depuis 30 ou 40 ans, on n'a pas mis beaucoup d'argent sur les innovations et la recherche dans le domaine des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Si on en avait mis un peu plus, probablement qu'on pourrait être aujourd'hui plus en avance. Donc après, il y a des choix. Cela dit, dans la famille, après aussi ce qu'on me dit, parce que je ne suis pas... Dans la famille des réacteurs, actuellement, l'idée sel fondu thorium paraît pas mal. Mais bon, avec quand même cette histoire que ça produit de toute façon des produits de fission et que après on est quand même un peu coincé. Mais il est probable que sur le plan de la sûreté, c'est mieux en tout cas que les réacteurs actuels. Voilà à peu près ce que je peux dire. C'était juste, on va devoir décider où est-ce qu'on met notre